Ma femme a dit, si tu ne supportes pas que mon ex reste ici, c'est ton insécurité. Au matin, sa femme était à notre table, tenant son sac. Je m'appelle Bradley Harlow. J'ai 45 ans et depuis 9 ans, je suis le directeur d'usine chez Henderson Auto Parts, une usine de fabrication de taille moyenne près de Columbus, dans l'Ohio. Je dirige l'endroit avec rigueur, supervisant 200 employés, maintenant les quotas de production et m'assurant que les protocoles de sécurité sont suivis à la lettre. C'est un travail exigeant, mais c'est un travail honnête. Je suis fier de ce que je fais. J'ai bâti ma carrière sur la constance, la discipline et le fait d'être présent chaque jour sans exception. Je pensais que ces mêmes principes s'appliquaient à mon mariage. Monica, ma femme depuis 7 ans, travaille comme coordinatrice marketing pour une entreprise technologique régionale. Elle est vive d'esprit, organisée et sait toujours comment présenter les choses sous leur meilleur jour. J'avais appris que cette compétence s'étendait au-delà de sa vie professionnelle. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds communautaires. Elle était avec Evan, son fils de son premier mariage. Le gamin avait 10 ans à l'époque. Silencieux mais observateur. J'aime ça chez lui. Au fil des ans, j'ai essayé d'être la présence stable dont il avait besoin. Je lui ai appris à changer un pneu, à lancer un ballon de football américain correctement, à se défendre sans donner de coups de poing. Il m'appelle Brad, papa, et ça me va. Je n'ai jamais insisté. Le respect se gagne, il ne s'exige pas. C'était un jeudi soir quand Monica a lâché la bombe. Je venais de rentrer de l'usine, encore en bottes de travail, quand elle est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine avec ce regard. Celui où sa mâchoire se crispe un peu trop, comme si elle était déjà préparée pour une dispute. Nathan vient en ville ce week-end, a-t-elle dit en se servant un verre de vin. Elle ne m'en a pas offert. Nathan Pierce, son ex-petit ami de l'université, le type qu'elle avait mentionné peut-être 3 fois en 7 ans. Toujours en passant, toujours avec ce ton nostalgique que les gens utilisent quand ils parlent de quelqu'un qui est censé ne plus avoir d'importance. D'accord, ai-je dit lentement en posant mes clés sur le comptoir. C'est bien. Où est-ce qu'il loge? Elle a pris une gorgée, les yeux fixés sur moi par-dessus le bord de son verre. Ici, dans la chambre d'amis. L'atmosphère dans la cuisine a semblé changer. J'ai gardé une voix égale. Tu invites ton ex à rester dans notre maison. Ce n'est qu'un ami, Bradley, a dit Monica, le ton plus sec. Si tu ne supportes pas que mon ex reste ici, c'est ton insécurité, pas mon problème. Voilà. L'accusation enrobée de condescendance. L'insinuation que toute objection de ma part me marquerait comme étant contrôlant, jaloux, faible. C'est une tactique que j'avais déjà vue, pas de sa part, mais de la part de gens qui voulaient gagner une dispute en vous faisant douter de vous-même au lieu de répondre à la question. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai juste hoché la tête une fois. Quand arrive-t-il? Elle a cligné des yeux, clairement surprise que je ne résiste pas. Samedi après-midi. Très bien, ai-je dit, et je suis sorti de la cuisine. Je l'ai entendu m'appeler. Quelque chose à propos d'être mature. Mais j'étais déjà à mi-chemin des escaliers. À ce moment-là, je n'étais pas en colère. J'étais en train de calculer. Parce que quand quelqu'un vous montre qui il est, vous devriez le croire. Et Monica venait de me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Le samedi matin est arrivé avec cette clarté qui suit une nuit blanche. J'avais passé la majeure partie du vendredi soir dans mon bureau à la maison, porte fermée, à éplucher de vieux relevés bancaires et des factures de téléphone. Monica pensait que j'examinais les rapports de production de l'usine. Laissons-la penser cela. La vérité était plus méthodique. J'avais ouvert un compte courant séparé il y a 2 mois, y acheminant discrètement mon dépôt direct. Rien de dramatique, juste une précaution que j'avais prise quand les textos tardifs avaient commencé. Maintenant, j'étais content de l'avoir fait. J'ai transféré une autre partie de notre épargne commune. Assez pour couvrir 6 mois de dépenses. Si elle l'a remarqué, elle n'a rien dit. Elle était trop occupée à préparer la chambre d'amis, gonflant les oreillers comme si elle préparait une suite d'hôtels. Evan m'a trouvé dans le garage vers midi. J'organisais ma boîte à outils plus pour la distraction que par réel besoin. Ça ne te dérange pas, a-t-il demandé, appuyé contre l'établi. À 17 ans, il était presque de ma taille maintenant.
Les épaules larges grâce à l'équipe de football américain du lycée. Il avait les yeux de sa mère, mais heureusement pas son talent pour la tromperie. Quoi donc, ai-je dit sans lever les yeux. Que Nathan reste ici, a dit Evan. Maman agit bizarrement à ce sujet. Genre, extra joyeuse. C'est faux. J'ai posé la clé à douille que je tenais. Qu'est-ce que tu en penses? Il a haussé les épaules, mais sa mâchoire s'est crispée. Je pense que c'est irrespectueux envers toi, envers cette maison. Mais elle se fiche de ce que je pense. Elle t'a beaucoup parlé de lui, ai-je demandé. Juste que c'est un gros bonnet dans la vente. Il conduit une BMW. Elle m'a montré son Instagram la semaine dernière. Evan a fait une pause. Brad, si tu veux que je lui rende la vie inconfortable, je peux le faire. Je suis doué pour jouer l'adolescent de mauvaise humeur. J'ai presque souri à cela. Non, laisse-le venir. Laisse-le se mettre à l'aise. Evan m'a étudié un moment. Tu as un plan. J'ai des informations, ai-je corrigé. Les plans viennent après. Il a hoché la tête lentement, puis s'est écarté de l'établi. Pour ce que ça vaut, tu as été plus un père pour moi que mon père biologique ne l'a jamais été. Quoi qu'il arrive, je suis de ton côté. Il est parti avant que je puisse répondre. Mais les mots m'ont frappé plus fort que prévu. Il ne s'agissait plus seulement de Monica. Il s'agissait du gamin qui m'appelait Brad, mais qui me regardait avec une admiration sans borne. Je n'allais pas le laisser regarder sa mère démanteler son foyer sans conséquence. Cet après-midi-là, j'ai passé un appel à Jim Driscoll, un vieil ami de mes jours dans la réserve de l'armée qui dirigeait maintenant un cabinet de détective privé. Je ne lui ai pas dit grand-chose, juste que j'avais besoin de surveiller quelqu'un. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste donné un prix et a dit qu'il mettrait quelqu'un sur le coup dès le lundi. Au moment où la BMW argentée de Nathan s'est garée dans notre allée à 16h30, j'étais prêt, ou aussi prêt qu'un homme peut l'être quand il s'apprête à accueillir l'amant de sa femme dans sa maison avec un sourire et une poignée de main. Monica s'est précipitée pour l'accueillir avant même qu'il ait coupé le moteur. Depuis la fenêtre du salon, je l'ai regardée lui jeter les bras au cou, riant comme elle n'avait pas ri avec moi depuis des mois. Il était grand, bien habillé, avec cette assurance qu'ont les hommes qui n'ont jamais eu à travailler de leurs mains. Il a sorti un sac de voyage du coffre et l'a suivi à l'intérieur. Je les ai rencontrés dans le hall. Nathan a tendu la main. « Vous devez être Bradley », a-t-il dit, dévoilant des dents blanches. « Merci de m'accueillir, mec. J'apprécie vraiment. » Je lui ai serré la main, une poignée ferme. J'ai établi un contact visuel, jouant la performance de la sincérité. « Pas de problème, ai-je dit d'un ton égal. Bienvenue dans notre maison. » Monica rayonnait. Nathan a souri, et j'ai commencé à compter les heures jusqu'au dimanche matin. Le dîner était une performance théâtrale et Monica en était l'actrice principale. Elle avait fait du poulet rôti, sa spécialité, celle qu'elle ne sortait que pour les occasions qu'elle jugeait importantes. Nathan était assis en face de moi à la table de la salle à manger. La cravate desserrée, à l'aise d'une manière qui suggérait que ce n'était pas la première fois qu'il se trouvait en territoire étranger. « Alors, Bradley » a dit Nathan en coupant son poulet. « Monica me dit que vous dirigez une usine. Ça doit être exigeant. »« Ça me tient occupé » ai-je répondu, gardant un ton neutre. « Et vous ? Dans la vente, c'est ça ? Directeur régional des ventes pour Apex Medical Solutions, a-t-il dit en se penchant légèrement en arrière. Nous fournissons du matériel chirurgical aux hôpitaux du Midwest. C'est beaucoup de déplacements, mais la structure des commissions en vaut la peine. Monica a ri, touchant son bras. Nathan vient de conclure un contrat avec la Cleveland Clinic. Un demi-million d'euros de commande. Impressionnant, ai-je dit, bien que je ne sois pas impressionné. J'observais comment sa main s'attardait sur son avant-bras, comment il se penchait vers elle quand il parlait comme si je n'étais même pas là. Evan était assis à côté de moi, silencieux, poussant la nourriture dans son assiette. Il avait à peine dit 2 mots depuis l'arrivée de Nathan. « Evan, c'est ça » a dit Nathan, le remarquant enfin. « Ta mère dit que tu es dans le football américain. »« Quel poste ?»« Linebacker » a marmonné Evan, sans lever les yeux. « Bon poste. Il faut du cran pour être dans les tranchées » a dit Nathan comme s'il connaissait quoi que ce soit au football américain.
Tu prévois de jouer à l'université? Peut-être, a dit Evan sèchement. Monica lui a lancé un regard. Evan est recruté par l'Ohio State. Nous sommes très fiers. C'est génial, a dit Nathan. Mais il se tournait déjà vers Monica. Tu te souviens de cette fois où nous sommes allés à Ann Arbor pour le match? C'était quand ça? En 3e année. Et ils étaient partis, échangeant des histoires dont je ne faisais pas partie, riant de blagues que je ne comprenais pas. J'ai mangé en silence, cataloguant mentalement chaque contact, chaque regard, chaque référence privée. Ce n'était pas juste un vieil ami en visite. C'étaient 2 personnes revivant quelque chose qu'elles n'avaient jamais vraiment laissé derrière elles. Après le dîner, Monica a suggéré de prendre un verre sur la terrasse arrière. J'ai décliné, disant que j'avais des papiers à examiner. Nathan a levé son verre dans un salut-moqueur. Ne travaillez pas trop, mec. Je suis monté à l'étage, mais je ne suis pas allé à mon bureau. Je suis allé dans notre chambre et j'ai ouvert l'ordinateur portable de Monica, celui qu'elle avait laissé charger sur la table de chevet. Elle n'avait jamais changé son mot de passe. C'était toujours la date d'anniversaire d'Evan. Sa boîte de réception était ouverte. J'ai parcouru les messages récents. La plupart étaient professionnels, mais ensuite j'ai trouvé un fil de discussion entre elle et Nathan remontant à 3 mois. J'ai hâte de te voir. Ça fait trop longtemps. Tu m'as manqué aussi, plus que je ne devrais. Suspectait-il quelque chose? Non. Il ne se doute de rien. Il ne s'est jamais douté de rien. J'ai lu 2 mois de messages, de plans, d'arrangements, un langage codé qui n'était pas vraiment codé du tout. Il s'était vu 2 fois avant cela, une fois à Cincinnati, une fois à Louisville. Les 2 fois, elle m'avait dit qu'elle avait des conférences marketing. J'ai pris des photos de chaque message avec mon téléphone. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, les remis exactement où je l'avais trouvé, et je suis descendu. Ils étaient toujours sur la terrasse, les verres de vin à moitié vides, les voix basses et intimes. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, les observant à travers la vitre. La tête de Monica était penchée en arrière, elle riait. La main de Nathan reposait sur le bras de sa chaise, les doigts à quelques centimètres des siens. J'ai fait demi-tour et je suis remonté. Dans la chambre d'amis, j'ai placé un petit enregistreur à déclenchement vocal à l'intérieur de la grille d'aération. Jim l'avait déposé ce matin-là pendant que Monica était au travail. Il capturerait tout ce qui serait dit dans cette pièce pendant les prochaines 72 heures. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais méthodique, car la colère obscurcit le jugement et j'avais besoin de clarté. Au moment où je suis allé me coucher, Monica n'était toujours pas montée. Je suis resté allongé dans le noir, écoutant le faible son des rires qui montaient d'en bas, et j'ai commencé à planifier le lendemain. Je me suis réveillé à 5h30, comme toujours. Le côté du lit de Monica était froid. Elle avait dormi dans la chambre d'amis, ou plus précisément, elle était restée dans la chambre d'amis. La distinction était importante. J'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis descendu. La maison était silencieuse. J'ai fait du café, fort et noir, et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon téléphone. L'enregistreur vocal avait tout transmis à une application. J'ai ouvert le fichier de la nuit dernière et j'ai écouté. 2h15 du matin. La voix de Monica, légèrement pâteuse à cause du vin. Je n'arrive pas à croire qu'il n'ait même pas remis ça en question. La voix de Nathan. Je te l'avais dit, il est passif, trop gentil pour son propre bien. Monica riant doucement. Avant, je trouvais ça séduisant. Maintenant, c'est juste ennuyeux. Nathan. Tu mérites mieux. Tu as toujours mérité mieux. Une pause. Puis des sons que je n'avais pas besoin d'entendre pour comprendre. J'ai arrêté l'enregistrement. Je suis resté assis là un long moment, fixant mon café. La trahison aurait dû faire plus mal. Peut-être que ce serait le cas plus tard. Pour l'instant, je sentais juste une résolution froide et claire s'installer dans ma poitrine. À 6h30, j'ai entendu du mouvement à l'étage. Pas de la chambre principale, de la chambre d'amis. À 7h, j'ai commencé à préparer le petit déjeuner. Bacon, toast. L'odeur a rempli la maison. Monica est apparue la première, en peignoir,
les cheveux en désordre, les yeux évitant les miens. « Bonjour », a-t-elle dit prudemment. « Bonjour », ai-je répondu en retournant le bacon. « Le café est prêt. » Elle s'est servi une tasse et s'est assise à table, silencieuse. Quelques minutes plus tard, Nathan est descendu, habillé des mêmes vêtements que la veille, l'air bien trop à l'aise. « Ça sent bon », a-t-il dit en s'asseyant en face de Monica. J'ai posé des assiettes devant eux. « Servez-vous. » Nous avons mangé en silence. La tension était assez épaisse pour être coupée au couteau, mais j'ai gardé une expression neutre. Monica me jetait des coups d'œil, essayant de jauger mon humeur. Nathan mangeait comme s'il n'avait pas le moindre souci. Puis la sonnette a retenti. Monica a levé les yeux, confuse. « Qui peut bien être là si tôt ? » « J'y vais », ai-je dit en posant ma fourchette. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Rachel Pierce se tenait sur le pas de ma porte, les cheveux blonds tirés en une queue de cheval soignée, vêtue d'un pantalon professionnel et d'un blazer. Elle tenait le sac de voyage de Nathan dans une main. « Bonjour », a-t-elle dit, sa voix calme mais froide. « Je cherche mon mari. » Je me suis écarté. « Il est dans la cuisine. » Rachel est passée devant moi, ses talons claquant sur le parquet. Je l'ai suivie. Quand elle est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, la fourchette de Nathan a cliqueté contre son assiette. Son visage est devenu blême. « Rachel », a-t-il balbutié en se levant. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je t'apporte ton sac », a-t-elle dit d'un ton égal, le posant sur le sol. « Tu l'as laissé chez elle. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin. » Monica la dévisagea, puis Nathan, la compréhension se faisant lentement jour. « Votre femme ?» Rachel s'est tournée vers elle et, pour la première fois, une pointe d'émotion a percé. « Oui, sa femme depuis 12 ans, la mère de ses 2 enfants. » Elle a regardé de nouveau Nathan. « As-tu oublié de mentionner ce détail ?» Nathan a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Le regard de Rachel s'est posé sur moi. « Vous saviez. » Je m'en doutais, ai-je dit calmement. Je l'ai confirmé vendredi. Elle a hoché la tête une fois, une reconnaissance silencieuse entre 2 personnes qui avaient été trompées. Puis elle a regardé Monica, qui était assise, figée, le visage pâle. Il m'a dit qu'il restait chez un copain d'université nommé Mike, a dit Rachel. Imaginez ma surprise quand son assistante a mentionné qu'il serait à Columbus pour rendre visite à de vieux amis, au pluriel. Elle a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Je suis directrice d'école primaire. Je travaille avec des enfants toute la journée. Je peux repérer un menteur à l'autre bout d'une cafétéria bondée. Nathan a finalement retrouvé sa voix. Rachel, laisse-moi t'expliquer. Non. Elle l'a interrompu. Juste, non. Elle s'est tournée vers moi. Merci pour l'invitation à prendre un café. Je ne l'avais pas invitée à prendre un café, mais j'ai compris. De rien. Rachel a ramassé le sac et l'a tendu à Nathan. Tu peux rester où tu veux ce soir. Juste pas chez nous. Elle s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée et a regardé Monica. Bonne chance avec lui. Vous allez en avoir besoin. La porte s'est refermée derrière elle. Le silence qui a suivi était assourdissant. Monica dévisagea Nathan, son visage un mélange de choc et de trahison. Tu es marié. Il passa une main dans ses cheveux. C'est compliqué. Dehors, ai-je dit. Ma voix était calme mais définitive. Ils m'ont tous les 2 regardé. Je me suis répété. Sortez de ma maison. Tous les 2. Nathan a attrapé son sac et est parti sans un mot de plus. La porte d'entrée a claqué derrière lui assez fort pour faire trembler les fenêtres. Monica est restée figée à table, fixant son petit déjeuner intact comme s'il contenait des réponses. « C'est toi qui as organisé ça ?» a-t-elle dit finalement, sa voix vide. J'ai passé un coup de fil, ai-je répondu. Rachel méritait de savoir ce que faisait son mari. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais tous les droits, les jeux interrompus. C'est ma maison. Tu l'as amenée ici. Tu m'as menti pendant des mois. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table entre nous. Tu veux entendre l'enregistrement de la nuit dernière? Celui où tu me traites d'ennuyeux et de passif.
Son visage est devenu blanc. Tu nous as enregistrés? Dispositif à déclenchement vocal dans la grille d'aération de la chambre d'amis, ai-je dit calmement. Légal dans l'Ohio tant que c'est ma propriété, ce qui est le cas. J'ai fait défiler mon téléphone. J'ai aussi tes courriels avec Nathan. 3 mois de planification. Cincinnati, Louisville. Les 2 voyages que tu as dit être des conférences marketing. Les mains de Monica tremblaient. Bradley, je peux expliquer. Ne te fatigue pas, ai-je dit. J'ai déjà demandé le divorce. Les papiers seront signifiés mardi. Elle se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Tu ne peux pas jeter 7 ans comme ça. Je ne jette rien. C'est toi qui l'as déjà fait. J'ai pris ma tasse de café. Tu as jusqu'à vendredi pour déménager. Après ça, les serrures seront changées. C'est aussi ma maison, a-t-elle dit, la voix s'élevant. En fait, non, ai-je répondu. Elle est à mon nom. Achetée 2 ans avant notre mariage. Tu auras ce que le tribunal dira que tu mérites, ce qui, compte tenu des preuves, ne sera pas grand-chose. Elle me regarda comme si elle ne me reconnaissait pas. Peut-être que c'était le cas. Le mari passif et accommodant qu'elle avait connu avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui avait passé 3 jours à se préparer pour ce moment précis. Et Evan, a-t-elle demandé, cherchant un levier. Quoi, Evan, ai-je dit. Il a 17 ans, presque 18, assez grand pour faire ses propres choix sur l'endroit où il veut vivre. Et d'après une conversation que j'ai eue avec lui hier, je ne pense pas que tu vas aimer son choix. Les yeux de Monica se sont remplis de larmes, mais je n'ai rien ressenti. Pas de sympathie, pas de regret, juste une clarté froide. Je t'ai tout donné, a-t-elle murmuré. Non, ai-je corrigé. Je t'ai tout donné. Tu m'as donné des mensonges. Je suis passé devant elle en direction des escaliers. Tu as 4 jours. Je te suggère de commencer à faire tes cartons. Je suis monté à mon bureau et j'ai fermé la porte. Par la fenêtre, je l'ai regardé rester un long moment dans la cuisine avant de finalement s'effondrer. Les épaules secouées par les sanglots. Une partie de moi voulait ressentir quelque chose. De la culpabilité peut-être, ou de la tristesse pour ce que nous avions perdu. Mais tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Evan. J'ai tout entendu d'en haut. Je reste avec toi. Elle a fait son choix. J'ai répondu. Ton choix, pas le sien. Mais merci. Un autre texto est arrivé. Celui-ci de Jim Driscoll. J'ai autre chose que tu dois voir. On peut se voir cet après-midi? J'ai répondu. 14 heures, ton bureau. Quoi que ce soit, j'avais le sentiment que ça allait rendre ce divorce encore plus intéressant. Le bureau de Jim Driscoll se trouvait dans un entrepôt reconverti du centre-ville, tout en briques apparentées en éclairage industriel. Il m'a accueilli à la porte, un dossier manille à la main, l'expression sombre. Ça ne va pas te plaire, a-t-il dit en me conduisant à son bureau. Essayez-moi, ai-je répondu en m'asseyant. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des relevés bancaires et des messages textes imprimés. J'ai fait quelques recherches sur Nathan Pierce après vendredi. J'ai trouvé des liens intéressants. Il a posé la première photo. Nathan et Monica dans un restaurant à Louisville, daté de 6 semaines. Rien de choquant là-dedans. Mais ensuite, il m'a montré le relevé bancaire. Ceci provient d'un compte joint, a dit Jim. Ouvert il y a 4 mois. Regardez les noms. Nathan Pierce et Monica Arlo. Un compte joint. Mon estomac s'est noué. Combien, ai-je demandé. 87 000 €, a dit Jim. La plupart transférés de votre compte d'épargne commun. Elle l'a déplacé par tranches assez petites pour que vous ne le remarquiez pas. 5 000 € par-ci, 3 000 € par-là. Répartis sur 3 mois. J'ai regardé les chiffres. 87 000 €. De l'argent que j'avais économisé pendant des années en travaillant 60 heures par semaine. De l'argent destiné à la retraite, au fonds universitaire d'Evan, volé et versé sur un compte avec son amant. Il y a plus, a dit Jim en sortant un autre document. Ceci est un contrat de location signé par eux deux pour un appartement en copropriété dans le centre de Cincinnati.
Le bail commence le mois prochain. Ils prévoyaient de partir ensemble. La visite dans la chambre d'amis n'était pas de la nostalgie ou un manque de jugement. C'était un essai. Elle se préparait à quitter ma vie et à entrer dans une nouvelle avec Nathan, financée par mon argent. Sa femme est-elle au courant, ai-je demandé. Du compte? Non. De l'appartement? Non, mais elle est sur le point de l'être. Jim a sorti son téléphone. J'ai des copies prêtes à envoyer à son avocat. Dis juste le mot. J'ai pensé à Rachel, debout dans ma cuisine ce matin, digne, même dans la trahison. Elle méritait de connaître toute l'étendue de ce que son mari avait fait. Envoie, ai-je dit. Jim a hoché la tête et a tapé un message. Fait. Son avocat l'aura dans l'heure. J'ai regardé à nouveau les photographies. Monica souriant à Nathan à la lueur des bougies. Les deux se promenant main dans la main sur les quais de Louisville. Heureux, insouciant, dépensant mon argent pendant que je travaillais 12 heures par jour à l'usine. Une dernière chose, a dit Jim doucement. La signature sur les papiers du compte joint, le formulaire d'autorisation qui nécessitait votre consentement pour transférer des fonds de votre épargne. Il a fait glisser un autre document sur le bureau. C'est un faux. C'est votre signature, mais vous ne l'avez pas signé. Je l'ai étudié. Il avait raison. Cela ressemblait à ma signature, mais la pression était mauvaise. La boucle du B était trop large. Elle s'était entraînée. Probablement décalquée sur de vieilles déclarations d'impôts. C'est une fraude bancaire, ai-je dit. Et un faux en écriture aggravée, a confirmé Jim. Voulez-vous porter plainte? Je me suis adossé à ma chaise, pesant les options. Porteur plainte signifiait des rapports de police, potentiellement de la prison pour Monica. Cela signifiait qu'Evan verrait sa mère se faire arrêter. Mais cela signifiait aussi des conséquences, des vraies. Laissez-moi y réfléchir, ai-je dit. Pour l'instant, je veux juste des copies de tout. Jim m'a remis une clé USB. Tout est là. Assez pour l'enterrer au tribunal des divorces. J'ai empoché la clé et je me suis levé. Merci, Jim. De rien, a-t-il dit. Et Bradley, vous gérez ça mieux que la plupart des hommes ne le feraient. Je n'en étais pas sûr. Je savais juste que m'effondrer n'était pas une option. Pas quand Evan dépendait de moi. Pas quand j'avais besoin de reconstruire ce que Monica avait tenté de détruire. J'ai conduit jusqu'à la maison dans le trafic de l'après-midi, la clé USB dans ma poche semblant plus lourde qu'elle ne le devrait. Au moment où je me suis garé dans mon allée, j'avais pris ma décision. Monica pouvait garder sa liberté pour l'instant, mais elle allait payer pour ce qu'elle avait pris. Chaque dernier dollar. Lundi matin, je me suis réveillé pour trouver Evan assis à la table de la cuisine, des papiers étalés devant lui. Il a levé les yeux quand je suis entré, son expression sérieuse au-delà de ses 17 ans. Qu'est-ce que c'est que tout ça, ai-je demandé. Des formulaires d'émancipation, a-t-il dit, et une lettre que j'écris au tribunal concernant la garde. Je me suis assis en face de lui. Evan, tu n'as pas à. Si, je dois le faire, a-t-il interrompu. L'avocat de maman a appelé hier pendant que tu étais chez Jim. Elle m'a dit que je devrais témoigner sur l'endroit où je veux vivre, alors je prends les devants. Il a fait glisser une lettre manuscrite vers moi. Lis-la. Je l'ai prise. Son écriture était soignée, délibérée. À la cour, je m'appelle Evan Mitchell. J'ai 17 ans, et j'écris pour demander formellement à rester avec Bradley Harlow suite au divorce de ma mère. Brad n'est pas mon père biologique, mais il a été plus un père pour moi que quiconque. Il m'a appris à être un homme, à prendre mes responsabilités, à traiter les gens avec respect. Les choix de ma mère m'ont montré ce qui se passe quand on ne vit pas selon ses valeurs. Je choisis de rester avec la personne qui les incarne. J'ai posé la lettre, la gorge serrée. Tu es sûr de ça? Complètement, a dit Evan. Elle a fait son choix. Je fais le mien. Ta mère va être blessée, ai-je dit prudemment. Bien, a-t-il répondu sans hésitation. Peut-être qu'elle comprendra enfin que les actions ont des conséquences. Il a rassemblé les papiers. J'aurai 18 ans dans 4 mois de toute façon. Ça rend juste les choses officielles plus tôt. La sonnette a retenti. J'ai ouvert à un huissier de justice, un presse-papier à la main.
Bradley Harlow, a-t-il demandé. C'est moi. Il m'a tendu une enveloppe. Vous avez été signifié. Je l'ai ouverte. Demande de divorce de l'avocat de Monica, déposée vendredi après-midi. Elle demandait la moitié de la valeur de la maison, une pension alimentaire et un remboursement pour détresse émotionnelle. J'ai failli rire. Elle se bat vraiment, a demandé Evan, lisant par-dessus mon épaule. Elle bluffe, ai-je dit. Son avocat lui a probablement dit de tout demander pour voir ce qui passe. Ça ne marchera pas. Cet après-midi-là, mon avocat a appelé. Le conseil de Monica veut se rencontrer. Discussion de règlement. Il propose d'abandonner la réclamation sur la maison si vous acceptez 15 000 € en espèces et renoncez à la déclaration de garde d'Evan. Non, ai-je dit immédiatement. C'est ce que je leur ai dit que vous diriez, a répondu mon avocat. Mais il y a autre chose. Ils prétendent que le compte joint avec Nathan était son idée. Que Monica ne savait pas que l'argent venait de votre épargne. C'est un mensonge. Je sais, c'est pourquoi j'ai déjà déposé une motion pour obtenir ses relevés bancaires. Nous prouverons qu'elle a autorisé chaque virement. Il a fait une pause. Bradley, ils ont peur. Cette contre-offre était un acte de désespoir. Que recommandez-vous? Tenir bon. Les forcer à la phase de divulgation des preuves. Une fois qu'ils verront que nous avons des signatures falsifiées et une fraude documentée, ils céderont. J'ai raccroché et j'ai regardé Evan, qui faisait ses devoirs à table. Dans 4 mois, il serait légalement un adulte. Mais pour l'instant, il était encore un gamin qui regardait sa famille imploser. Et il avait choisi de se tenir à mes côtés. Et, Evan, ai-je dit. Il a levé les yeux. Oui. Merci pour la lettre. Il a hoché la tête une fois. Tu l'as mérité. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Rachel Pierce. Nathan a déménagé. J'emmène les enfants chez mes parents pendant un moment. Merci de m'avoir dit la vérité. J'ai répondu. Vous méritiez de savoir. Prenez soin de vous. Sa réponse est arrivée 1 minute plus tard. Vous aussi. Et pour ce que ça vaut, votre femme a fait la plus grande erreur de sa vie. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté assis là, dans la maison silencieuse, Evan étudiant à l'étage, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Le genre de paix qui vient quand on sait qu'on a fait ce qu'il fallait, même si cela vous a tout coûté. 3 semaines après le début de la procédure de divorce, j'ai reçu un appel d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. Indicatif de Philadelphie. Monsieur Harlow, je m'appelle Gerald Fitzpatrick. Je représente la succession de Thomas Mitchell. Thomas Mitchell, le grand-père maternel d'Evan, le père de Monica. Il était décédé il y a 8 mois, bien avant que tout cela ne commence. Je connais Monsieur Mitchell, ai-je dit prudemment. De quoi s'agit-il? J'appelle au sujet de son testament, plus précisément d'une disposition concernant son petit-fils, Evan. Êtes-vous au courant que Monsieur Mitchell a laissé un héritage substantiel à Evan? Je me suis redressé. Non, Monica ne l'a jamais mentionné. C'est inquiétant, a dit Fitzpatrick. Selon le testament, Evan devait recevoir 450 000 € à son 18e anniversaire, détenu dans une fiducie jusqu'à cette date avec Monica Mitchell Harlow comme administratrice. Cependant, nous avons récemment découvert des irrégularités dans le compte de la fiducie. Mon estomac s'est retourné. Quel genre d'irrégularité? Le compte a été ouvert en mars comme indiqué. En juillet, 300 000 € avaient été retirés. Toutes les transactions ont été autorisées par l'administratrice. Il a fait une pause. Monsieur Harlow, votre femme a-t-elle récemment fait des achats ou des investissements importants? Le compte joint avec Nathan. Les 87 000 € n'étaient que ce que j'avais trouvé. Le reste était allé ailleurs. Je dois parler à mon avocat, ai-je dit. Et Evan doit savoir cela. Je suis d'accord. Je suis prêt à déposer une plainte pour manquement à l'obligation fiduciaire, mais étant donné qu'Evan est encore mineur, nous aurons besoin de votre coopération en tant que beau-père. Après avoir raccroché, je suis resté assis, fixant mon téléphone. Monica n'avait pas seulement volé mon argent. Elle avait volé son propre fils. 300 000 € que son grand-père lui avait laissés.
De l'argent destiné à l'université, à son avenir, disparu. J'ai appelé Evan de sa chambre. Assieds-toi, ai-je dit. Nous devons parler. Je lui ai tout raconté. Son visage est passé de la confusion au choc, puis à une fureur absolue. Elle m'a volé, a-t-il demandé, la voix tremblante. L'argent de mon grand-père? Il semble que oui, ai-je dit. L'avocat de la succession enquête, mais les preuves sont assez claires. 300 000 € retirés sur 4 mois. C'est pour ça qu'elle pouvait se permettre tous ces voyages avec Nathan, a dit Evan lentement. C'est pour ça qu'elle ne s'inquiétait pas de l'argent. Elle dépensait mon héritage. Je suis désolé, ai-je dit. Evan se leva brusquement, faisant les 100 pas. Non, ne t'excuse pas. Ce n'est pas de ta faute. Il se tourna vers moi. Que pouvons-nous faire? L'avocat de la succession veut porter plainte au pénal. Vol, fraude, manquement à l'obligation fiduciaire. C'est sérieux, Evan. Ta mère pourrait aller en prison. Bien, a-t-il dit sans hésitation. Elle le devrait. Elle a volé son propre enfant pour financer une liaison avec un homme marié. Ce n'est pas seulement mal, Brad. C'est diabolique. J'ai étudié son visage, voyant la douleur sous la colère. Tu es sûr? Une fois que nous nous engageons sur cette voie. Je suis sûr, a interrompu Evan. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. J'ai rappelé Gerald Fitzpatrick. Déposer la plainte. Evan et moi coopérons pleinement. Compris, a-t-il dit. Monsieur Harlow, je veux que vous sachiez. Thomas vous a spécifiquement mentionné dans une lettre jointe à son testament. Il a écrit que vous étiez le genre d'homme qu'il espérait que sa fille épouserait, que vous traitiez son petit-fils avec respect et dignité. Il voulait que vous le sachiez. J'ai fermé les yeux. Merci de me l'avoir dit. Ce soir-là, l'avocat de Monica a appelé le mien en panique. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle de l'enquête sur le fonds en fiducie s'était répandue. Ils offraient une capitulation totale, un divorce sans contestation, le remboursement immédiat de tous les fonds restants. Trop tard. La plainte était déjà déposée et Evan avait déjà fait sa déclaration à la police. L'audience au tribunal a duré 3 heures. L'avocat de Monica a tout essayé. Des affirmations de détresse émotionnelle, des allégations selon lesquelles j'avais été contrôlant, des tentatives désespérées de la présenter comme une victime. Rien n'a fonctionné. Le juge a examiné les preuves méthodiquement, les signatures bancaires falsifiées, le compte joint avec Nathan, l'héritage volé du fonds en fiducie d'Evan. Quand il a levé les yeux des documents, son expression était grave. Madame Harlow, a-t-il dit, je siège sur ce banc depuis 19 ans. J'ai vu de nombreux divorces difficiles, mais j'ai rarement vu un schéma de tromperie et de vol aussi délibéré et calculé. Il a posé les papiers. Le tribunal se prononce en faveur de Monsieur Harlow sur tous les points. Remboursement intégral des fonds matrimoniaux, remboursement immédiat au fonds en fiducie d'Evan Mitchell, pas de pension alimentaire, aucune réclamation sur la maison conjugale. Monica était assise, figée, la main de son avocat sur son bras. De plus, a poursuivi le juge, compte tenu de l'âge d'Evan et de sa préférence clairement exprimée, la garde est accordée à Monsieur Harlow. Le droit de visite de Madame Harlow sera à la discrétion d'Evan. Il a regardé directement Monica. Vous avez trahi non seulement votre mari, mais aussi votre fils. Cela a des conséquences. Le marteau est tombé. Monica ne m'a pas regardé en quittant la salle d'audience. Sa mère la soutenant d'un côté, son avocat de l'autre. Evan attendait dehors. Comment ça s'est passé? Nous avons gagné, ai-je dit. Tout. Il m'a serré dans ses bras, rapidement et fort. Bien. On peut aller manger des hamburgers? Je meurs de faim. Nous avons mangé dans son dîner préféré, parlant des demandes d'inscription à l'université et des bourses de football américain, évitant délibérément le sujet qui fâche. Mais alors que nous partions, Evan m'a arrêté. Brad, je dois dire quelque chose. Il a pris une inspiration. Merci de ne pas m'avoir abandonné, de m'avoir montré ce que signifie être un homme. Mon grand-père avait raison sur toi. Ton grand-père? La lettre que l'avocat a mentionnée. Je l'ai lue. Grand-père Tom a écrit que tu étais le genre d'homme que ma mère aurait dû avoir la sagesse d'apprécier,
que tu me traitais comme si j'avais de l'importance. La voix d'Evan s'est légèrement brisée. Il avait raison. Je l'ai attiré dans mes bras. Tu as toujours eu de l'importance, Evan. Toujours. 2 semaines plus tard, les accusations criminelles contre Monica ont été officiellement déposées. Vol, fraude, manquement à l'obligation fiduciaire. Son avocat a négocié une négociation de plaidoyer. 3 ans de probation, restitution complète et service communautaire obligatoire. Pas de prison, mais sa réputation était détruite. Le divorce de Nathan et Rachel a été finalisé à peu près au même moment. J'ai appris par Jim que Nathan avait déménagé en Arizona, essayant d'échapper aux retombées. Rachel est restée à Columbus, se concentrant sur ses enfants et sa carrière. Quant à moi, je me suis plongé dans le travail et j'ai aidé Evan à se préparer pour l'université. L'Ohio State lui avait offert une bourse partielle. Avec l'argent récupéré du fonds en fiducie, il pouvait se permettre le reste. La vie a continué, plus calme, mais plus saine, comme une blessure qui guérit enfin. 8 mois après la finalisation du divorce, j'ai pris un café avec Rachel Pierce. Pas prévu, juste une coïncidence. Nous nous sommes retrouvés dans le même café du centre-ville. Nous nous sommes reconnus, et elle a fait un geste vers le siège vide en face d'elle. Le monde est petit, a-t-elle dit. La ville est encore plus petite, ai-je répondu en m'asseyant. Nous avons parlé facilement. 2 personnes qui avaient survécu à la même tempête. Elle m'a parlé de l'adaptation de ses enfants, de la nouvelle routine qu'elle avait mise en place. Je lui ai parlé de l'admission d'Evan à l'Ohio State, de l'expansion de l'usine. Tu as l'air bien, a dit Rachel. Installé. J'y arrive, ai-je admis. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Je sais ce que tu veux dire. Elle a remué son café. Mon thérapeute dit qu'il faut environ 1 an pour vraiment surmonter quelque chose comme ça. Pour arrêter de regarder par-dessus son épaule, en attendant que le ciel nous tombe sur la tête. Ça me semble juste, ai-je dit. Nous avons échangé nos numéros avant de partir, promettant de rester en contact. Pas d'intention romantique, juste un respect mutuel entre survivants. Evan a emménagé dans sa résidence universitaire fin août. Je l'ai aidé à déballer ses affaires, j'ai rencontré son colocataire, je lui ai fait le discours de papa standard sur le fait d'étudier dur et de faire de bons choix. Au moment de partir, il m'a accompagné à ma camionnette. « Tu vas t'en sortir ?» a-t-il demandé. « La maison va être assez vide. »« Je gérerai » ai-je dit. « Et puis, tu n'es qu'à 2 heures de route. »« Je viendrai te voir » a-t-il promis. « Souvent. »« Tu es coincé avec moi, Brad. » Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. J'ai conduit jusqu'à la maison dans le trafic de l'après-midi, la benne de la camionnette vide maintenant, la maison qui attendait. Pour la première fois depuis des mois, cela ne me faisait pas peur. Vide n'était pas la même chose que solitaire. C'était juste un espace qui attendait d'être rempli par ce qui viendrait ensuite. 1 an plus tard, j'ai recroisé Rachel, cette fois lors d'une collecte de fonds caritative. Nous avons passé la majeure partie de la soirée à parler, et quand elle a suggéré de dîner la semaine suivante, j'ai dit oui. Ce n'était pas un coup de foudre. Ce n'était ni désespéré ni précipité. C'était juste 2 personnes qui comprenaient la perte, qui s'étaient reconstruites à partir de zéro, explorant prudemment ce qui pourrait pousser dans les espaces qu'elles avaient défrichés. Evan a approuvé, naturellement. C'est quelqu'un de bien, Brad, et tu mérites quelqu'un qui le voit. Quant à Monica, j'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait déménagé à Cincinnati, travaillant dans le commerce de détail, vivant dans un petit appartement. La vie glamour qu'elle avait poursuivie avec Nathan s'était évaporée, ne lui laissant que des conséquences. Je ne me sentais pas vengé. Je ne ressentais absolument rien. Elle était un chapitre que j'avais clos, une leçon apprise sur le fait de faire confiance aux actions plutôt qu'aux paroles. Ce que j'avais gagné valait plus que ce que j'avais perdu. Le respect d'Evan, mon propre respect, et la connaissance que j'avais géré le pire moment de ma vie avec dignité et force. C'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout.